Bonjour, bienvenue sur Un Dessin Podcast. On est le dimanche 26 mai, donc le dernier jour des Imaginales 2024, toujours à Épinal. Et cette fois-ci avec un invité dont on avait très envie de discuter. Ça date du campus Miskatonic 2022, c'est pour vous dire si ça commence un petit peu à dater. Et on pourrait dire qu'il y avait eu un joli fumble, un échec critique sur la prise de son, qui fait qu'on n'a jamais pu sortir l'interview, ce qui était quand même assez dramatique et un peu passé pour des pitres, je ne sais pas, bon, peu importe. En tout cas, on est avec Alain Puisségur. Écoute, merci d'avoir accepté de passer ces quelques minutes avec nous. Écoute, juste pour commencer tout tranquillement, si tu peux te présenter rapidement, et puis on va discuter un petit peu déjà de ton travail en jeu de société, c'est pas mal de choses quoi. Ça marche. Alors moi je m'appelle Alain Puisségur, donc je suis effectivement créateur de jeux de société et aussi romancier. En jeu de société en fait j'ai beaucoup fait de livres-jeux pour commencer, donc qui mêlaient de la narration avec un format avec du game design forcément. Donc j'ai travaillé sur différentes licences comme Koh-Lanta, Fort Boyard qui sont des formats d'enfance un peu où j'étais très content de pouvoir faire ça. C'était un petit accomplissement personnel. Bon après c'est plus forcément ce que je consomme aujourd'hui, mais c'est comme ça que j'ai mis un peu le pied on va dire dans le game design parce que j'avais toujours aimé les livres dont t'es le héros. Quand j'étais jeune, j'en lisais beaucoup. Et petit à petit, effectivement, j'ai fait aussi des escape games en format box. Chez 404 éditions, c'est ça. Donc avec un format où on laisse un petit peu plus le narratif de côté, même si j'essayais de le conserver encore, mais avec plus de game design. Et pour arriver aussi à un vrai jeu de société en boîte qui est donc Osirium, qui est un jeu abstrait, où là, pour le coup, le narratif, c'est dans les règles, c'est tout. C'est de la contextualisation, surtout pour un jeu abstrait. Et où ce qui comptait principalement, oui, c'était le game design. Oui, donc excellent, Osirium, nous on a pu le tester, puis du coup on l'a pris tout court. C'est vrai que dans le genre jeu abstrait, c'est toujours un peu compliqué à marketer, on va dire, mais c'est redoutablement efficace en tout cas ton jeu. Je voulais qu'on parle aussi, c'est vrai qu'on te connaît, alors on sait que tu es romancier, mais on te connaît aussi via les ouvrages que tu as publiés sur l'univers du sorceleur, donc The Witcher. Donc il y en a déjà 3, 4. Il y en a 3 déjà qui sont sortis, a priori peut-être un 4e, je crois. Pas tout de suite. Il y en a effectivement 3 qui sont sortis. Alors je saurais même plus donner les années parce que là, en plus, fin de salon, je sais même plus quelle année on est. Ça m'est arrivé de dédicacer en 2025, donc j'étais très loin dans l'avenir. Non, mais effectivement, j'en ai sorti 3. Le premier, il s'appelle le Codex. Sur le sorceleur. L'idée, en fait, moi, j'ai travaillé avec Brajlon, qui est la maison d'édition qui publie les traductions du roman de Sapkowski, qui est polonais. Tout le monde ne le sait pas forcément, qu'à la base, ce sont des romans, parce qu'il y a des personnes qui sont rentrées dans l'univers à travers le jeu de société, et plus récemment à travers la série. Ou le jeu vidéo, oui, j'ai dit jeu de société parce que dans le jeu de société. Non, mais le pire, c'est qu'en plus, le jeu de société est un dérivé du jeu vidéo, comme le jeu de rôle aussi. Ça, on pourra en reparler, les entités un peu du sorceleur. C'est il y a vraiment, mais on en reparle si tu veux après. Et donc Brajlon s'occupe de faire la traduction de ces romans le début des années 2000, et il y avait cette volonté de proposer des ouvrages qui permettent d'explorer l'univers. Et aussi de proposer en fait des approches graphiques différentes du jeu vidéo et après de la série. Et donc on a fait le codex en premier qui présente les personnages, c'est une manière d'aborder l'univers avec les personnages, leur histoire, d'où ils viennent, ce genre de choses, et un bestiaire, les créatures, parce que c'est aussi très sympa de montrer des monstres. Ils sont particuliers, il y a des folklores. Ouais, c'est ça. Ça permet d'avoir des choses un peu différentes. Après ça, j'ai fait le manuel du sorceleur, qui là pour le coup est une approche un peu similaire à ce que j'avais fait aussi sur Lovecraft. Je pense qu'on en avait parlé la dernière fois. C'est-à-dire un côté un peu journal réaliste, où c'est un sorceleur qui a été blessé par un basilic dans une chasse, et il n'a pas d'autre choix que d'être convalescent, d'attendre de se remettre en fait parce qu'il a frôlé la mort. Et ce qu'il va faire, en fait, il décide de coucher par écrit ses connaissances à destination des jeunes sorceleurs, parce qu'en fait, on est avant la purge de Kaer Morhen, dont on est encore un peu dans le temps glorieux, on va dire, des sorceleurs, mais il y a de plus en plus, justement, une sorte de méfiance vis-à-vis des sorceleurs qui est comme ça, de plus en plus présente. Il y a eu un pamphlet à leur rencontre, on est juste avant la purge, au moment où ça lui arrive, et donc il se dit, ça serait peut-être intéressant de poser mes connaissances de sorceleur dans un journal, et voilà. Et en plus, c'est illustré par Mathilde Marlowe, c'est magnifiquement illustré. C'est un trait en plus qui est réaliste, qui est justement dans cette idée d'un journal avec des croquis. Et donc ça fonctionne super bien. Après ce manuel, on a repris le format du codex, c'est-à-dire un format en 150 pages illustré, papier glacé, voilà. Et pour travailler cette fois sur les lieux du continent
et pour aussi voilà, proposer des visions différentes des lieux qu'on connaît déjà à travers le jeu vidéo ou la série, et peut-être aussi explorer des lieux qu'on n'a pas croisés dans le jeu vidéo ou la série. Donc voilà, ça c'est les 3 livres que moi j'ai fait. Il y en a d'autres, il y a notamment Justine Breton qui a travaillé sur des ouvrages, elle a fait un essai, c'est très bien. Là elle va aussi sortir, il me semble en juin, les Chroniques de Ciri, qui est la même fabrication en fait que le manuel du sorceleur, et qui est donc approché l'épopée de Ciri. Voilà. Et bon, je gage, mais on discute effectivement de prochains ouvrages, et peut-être même en collaboration avec Justine. C'est vrai que les ouvrages de Justine sont aussi pareil de très très bonne qualité. Ouais, si on voulait résumer très rapidement l'univers du sorceleur, donc c'est d'abord les romans de Sapkowski, donc polonais. Ensuite, ça a été le premier jeu vidéo donc chez CD Projekt, avant que ça devienne la grosse boîte qui a failli couler à cause de Cyberpunk d'ailleurs. On va pas faire une émission sur CD Projekt, parce qu'on pourra en parler des heures. Le jeu vidéo, je pense que c'est qu'il a fait vraiment encore plus connaître. Et la série télé, donc qui est arrivée plus tardivement. Ouais, avec des références aux jeux vidéo tirées du matériel de base des romans, mais qui s'en est assez vite écarté en fait. Donc c'est vrai que la série, je me souviens qu'on en avait discuté en disant que moi qui n'avais pas encore tout lu, c'était plutôt pas mal. Et effectivement, quand tu commences à connaître un peu l'œuvre, ça fait bizarre. Ouais. Ça fait bizarre. Alors c'est vrai, on l'a abordé rapidement, il faut bien garder en tête que tout ça c'est des entités différentes. Et en fait c'est pas un multivers, c'est-à-dire que ça se croise pas. On a les romans en premier, c'est 3 univers. On a les romans en premier, et il y a effectivement les jeux vidéo, je pense, ont permis d'amener à la connaissance de beaucoup de gens le fait que cette saga de fantasy existait. Le premier tome avait déjà été traduit en français bien avant le premier jeu vidéo, mais c'est vrai qu'il y a eu un temps pour la traduction de la suite, et entre ce temps, alors je sais plus, je crois que le premier recueil, le dernier vœu, c'est 2004, et après c'est vrai qu'il y a un gap. Il y a le jeu vidéo entre, et on se doute que peut-être c'est aussi ce qui a accéléré les traductions qui ont après été chaque année comme ça. Donc le jeu vidéo, indubitablement, a aidé à populariser cette saga, à la faire connaître. Le 2 et surtout le 3 qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, parce que c'était l'arrivée d'un monde ouvert avec vraiment... et ça, il faut le dire, on va reparler de la série, mais c'est vrai que dans le jeu vidéo, c'est des projets déjà, c'est un studio polonais, et je pense qu'ils ont senti l'essence de ce qu'est le sorceleur, de ce qu'est la saga. Il y a plein de clins d'œil, c'est extrêmement fidèle. Alors moi je discute sur les salons, il y en a qui me disent oh c'est pas hyper fidèle, j'aime pas, on reconnaît pas les personnages, mais je pense qu'il faut quand même leur reconnaître qu'il y a un amour en fait pour la série, mais des fois c'est des références qui tiennent juste au nom d'une quête en fait, et ça s'arrête là, et on sent que ils ont lu l'œuvre, ils l'ont apprécié, ils l'ont adoré, et moi je trouve ça très bien retranscrit. La série c'est plus compliqué. La saison 1, j'étais emballé. C'est vrai que j'étais emballé, c'était assez fidèle. Il y avait des petits trucs. Bon, il y avait cette question de la chronologie, où même pour moi qui connais bien l'œuvre, pendant un moment, j'ai trouvé ça compliqué parce que on se retrouve avec des personnages qui n'ont pas de marqueur de vieillissement. Geralt et les sorcières, notamment Yennefer, il y a Ciri, mais Ciri elle vieillit pas quand on la voit dans la série à ce moment-là. Geralt et Yennefer n'ont pas de marqueur de vieillissement, donc ça brouille justement les pistes de où est-ce qu'on se situe dans la chronologie. Et donc la première fois que je l'ai regardé avec ma compagne, et c'était compliqué, même pour moi. Elle me dit mais attends, je comprends pas là, on est où, on est à quel moment, et même moi j'avais du mal à lui dire j'ai l'impression, vu la scène, qu'on est là à ce moment-là de l'histoire, etc. Et quand je l'ai regardé une seconde fois, j'ai capté parce que je découvrais la première fois les marqueurs temporels, je les ai captés, et en fait c'est vraiment au détour d'une phrase, quelqu'un qui va parler d'un événement mais qu'il faut peut-être connaître, mais c'est vraiment dans les paroles, et ça c'est pour quelqu'un qui c'est sa première approche, je comprends que ce soit hyper compliqué. Après moi j'admire, c'est audacieux, c'est-à-dire que pour Netflix ce type d'approche qui est pas hyper formaté du style à la 10e minute il faut qu'on ait ça, etc., je trouve ça intéressant, c'est une prise de risque, et parfois ça fait du bien les prises de risque, mais ça peut perdre des gens. Et après la saison 2 ça a été plus compliqué, alors je me souviens plus ce qu'on s'est dit il y a 2 ans, mais depuis il y a eu la saison 3, et bon j'ai complètement décroché. C'est vrai que je n'aime pas trop moi je suis pas trop puriste, voire des fois ça crée aussi de la toxicité avec des personnes qui sont tellement fans d'une œuvre, oui, vraiment, et qui se l'approprient, et qui demandent limite des autoflagellations sur la place publique de la part des créateurs, qui sont considérés comme avoir dévié justement de leur propre création. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal sur la saison 3. À la fin de la saison 2, c'était le cas aussi. Et ça, peut-être, je t'en avais parlé. Moi, c'est les motifs des personnages
qui m'intéressent énormément, surtout dans l'œuvre de Sapkowski. Leur personnalité et puis leur motivation, effectivement, elles ont été vraiment déviées. Voilà, c'est ça. Moi, l'exemple que je prends surtout, j'en parle beaucoup, c'est Yennefer. Moi, ce que je retiens en général quand je cherche à simplifier, Yennefer, dès les premières nouvelles, c'est une sorcière donc, qui a toujours une apparence quand même assez jeune, qui a vécu très longtemps, mais qui est en quête de sa maternité. Elle est capable de partir à la chasse aux dragons pour justement essayer de retrouver sa capacité à enfanter. Elle l'a perdue à cause de son pouvoir. Et on se retrouve avec une saison 2, malheureusement, où Yennefer est prête à monnayer Ciri, donc l'enfant, pour récupérer son pouvoir. Et ça paraît totalement incohérent par rapport justement aux motifs initiaux écrits par Sapkowski. Et moi, c'est là où ça m'a dérangé. Après que, typiquement, on se retrouve avec Ciri qui est présente, avec Nivellen, alors qu'elle dans la nouvelle origine. Ça, c'est pas des choses qui me dérangent. C'est une adaptation. Moi, voilà, les adaptations, je comprends. On doit couper, on raccorde, on fait comme on peut. Mais sur vraiment les motifs propres, internes au personnage, leur évolution, ça me dérange un peu plus. Et là, j'étais pas super d'accord. Ça m'a dérangé. C'est vrai que du coup maintenant on se rejoint finalement avec le recul. 2 ans sont passés, c'est plus facile à en parler. Et ça me permet justement de parler aussi de ce que tu écris. Oui. Donc c'est Castle Cats, donc des chats dans un univers de fantasy. Est-ce que tu peux nous en parler du coup? Parce que le tome 2 vient de sortir il n'y a pas longtemps en plus. Oui, alors tout à fait. C'est vrai que... Alors c'est chez Scrineo, donc le manoir de Castle Cats, des chats qui font de la magie. C'est une série jeunesse. Ouais. C'est à partir de 12 ans. Après, j'avoue, j'ai des lecteurs de 9 à plus de 70 ans. C'est assez vaste. Je confirme, c'est très bien. Et justement, c'est un projet en fait qui est né quand j'étais entre 2 ouvrages du Sorceleur. J'avais un peu de temps et j'avais cette envie qui me travaillait, de faire quelque chose de plus personnel. J'aime beaucoup travailler sur des univers qui me plaisent et que j'adore. Et là, j'avais un moment, et j'y suis vraiment allé au fil de la plume, ce que je fais très rarement, parce que dans ma création, je suis très architecte, à tout anticiper, à tout créer. Je ne vais pas me lancer dans quelque chose sans savoir où ça va. Parce que je suis très contrôle fric, comme ça. Et en fait, petit à petit, je partais avec 2 chats qui partaient à l'aventure, il y a eu de la magie, etc. Ça a gagné en ampleur et j'ai fait un chapitre, un deuxième. J'ai mis du temps à les peaufiner. Et il y a un projet qui est apparu comme ça, de faire une série de romans jeunesse avec de l'ampleur, de la fantaisie, un univers à développer. C'est un univers félin, il n'y a que des chats. Et il y a de la magie, surtout. Voilà. Du coup, si vous cherchez l'inspiration pour le jeu de rôle Donjons et Chatons, c'est un petit peu évident quand même. Ouais, non, mais c'est vrai. Moi, les chats, j'aime ça depuis que je suis très jeune. Alors, les chats, et même les félins en général, c'est des créatures qui sont majestueuses. C'est un peu mon animal totem. Et justement, il n'y a pas que des chats dans cet univers. Donc, pour faire un peu, tu vois, le pitch très rapidement, on suit Kovan qui est un jeune chat, il a 13 ans, parce que dans cet univers, les chats peuvent vivre plus longtemps grâce à la magie. Donc Kovan, il cherche à entrer au manoir de Castle Cats pour apprendre la magie. Voilà. Et le manoir de Castle Cats, c'est une institution, on va dire, très prestigieuse, très réputée. Les chats se présentent et subissent 3 épreuves d'admission. Il faut les surmonter. Et après, peut-être, on peut devenir ce qu'on appelle un aspirant. Et donc Kovan, lui, ce qu'il rêve de devenir après ça, c'est un magocats, mais il faut bien qu'il apprenne à la magoculture, qui est donc la magie de cet univers. Donc il se présente aux épreuves à l'automne. Est-ce qu'il va les réussir ou pas? Bon, ça pour le coup, c'est un peu évident, implicite, parce que sinon il n'y a pas d'histoire. Mais après, il se passe des aventures dans le manoir, et surtout à l'automne, il y a une rumeur qui court à propos d'une créature qui rôderait dans les couloirs. Voilà, il y a des rumeurs comme ça dans le manoir à l'automne. Voilà, moi j'ai lu le premier déjà, pas encore le deuxième. On vous en reparlera sur la chaîne de toute façon, mais c'est vrai que comme tu dis, il y a des romans jeunesse qui peuvent être lus, comme on disait, à tout âge, donc ça passe crème quoi. Et t'as d'autres parutions en littérature ou des projets à venir justement un petit peu? Alors, pas tout de suite, enfin, oui et non, c'est-à-dire que la série du manoir de Castle Cats, le premier tome est sorti en septembre 2023, le deuxième tome, effectivement, c'était fin février là, et ça va être c'est une tétralogie pour le moment, donc il y a 4 tomes, l'automne, là, c'est l'hiver qui vient de sortir, il va y avoir le printemps et l'été, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me mobilise beaucoup de temps, je me consacre vraiment à fond là-dedans. Ça prend du temps, surtout que les livres étaient censés être 2 fois moins gros à la base quand on a commencé à en discuter avec l'éditeur, et ça s'est un peu épaissi, mais pour le bien de l'histoire, et aussi justement parce que s'il avait fait, là on est sur, alors on va parler un peu technique, mais le premier tome il fait un peu plus de 400 000 signes, à l'origine c'était 250 000, et je pense qu'avec un livre de 250 000 signes, justement j'aurais peut-être eu plus de mal à accrocher
des lecteurs un peu plus adultes. Et ça me tenait à cœur. Moi, j'adore, tu vois, tout ce qui est la réalisation, par exemple, des Pixar. C'est aussi un exemple que je prends souvent, où tu peux avoir ce double niveau de lecture et un enfant va trouver quelque chose qui lui parle, qui lui plaît, mais aussi un adulte, qui t'a retombé un peu en enfance aussi, mais voilà, avoir un double niveau de lecture pour différents âges. Et donc ça mobilise énormément de temps, parce que c'est un univers qui doit se développer sur 4 tomes, il y a plein de fils narratifs qu'il va falloir que je recoupe à un moment donné, donc c'est très mobilisateur, et surtout, là je l'ai annoncé récemment, mais je suis en train de travailler sur les storyboards de l'adaptation en BD du premier tome. Alors je n'ai pas encore le droit de dire qui est l'éditeur, etc. Mais c'est lancé, et c'est vrai que ça aussi, ça mobilise beaucoup de temps, parce que moi je suis un peu en apprentissage, je viens pas de la BD, mais c'est super parce que je travaille avec un éditeur qui est hyper pédagogue et qui justement a cette volonté aussi de prendre des personnes qui viennent du roman pour les amener dans la BD. Et donc voilà, ça aussi, ça sera en 2025 avec le tome 3 en même temps, je pense. Et c'est 2 travaux que je mène de front et qui expliquent qu'il n'y a pas la place beaucoup pour autre chose à côté. Ouais, j'imagine. Mais c'est déjà suffisant. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est intéressant. C'est pas mal. Bah écoute, de toute façon, on aura l'occasion d'en rediscuter, peut-être plus longuement sur la chaîne, parce qu'en festival, on fait des vidéos un petit peu plus courtes. En tout cas, on te remercie énormément de nous avoir consacré ces quelques minutes, Alain. Ça m'a fait plaisir. Oui. Ça m'a fait très plaisir. Et cette fois-ci, normalement, vous aurez du son. Incroyable. Merci beaucoup, Alain, et puis écoute, on se dit à bientôt, et à très bientôt sur Indécent. Salut, salut. Bonjour, bienvenue sur Indécent Podcast. On est toujours le dimanche 26 mai, toujours aux Imaginales 2024. Ça se passe toujours aussi bien, comme vous pouvez le voir. On est tous frais et fringants presque. Ah, frais, faut le dire vite quand même. Ouais, il fallait pas le dire tout de suite. C'est le dernier jour des Imaginales, c'est toujours le plus dur. Oui, on va dire ça comme ça. Donc, écoute, 2 invités, et pas des moindres, puisqu'on a donc, je vous laisse vous présenter, pour le coup. Bonjour, Raphaël Bardas. Et bonjour, Roxane Bourget. Voilà, donc on va pouvoir discuter un petit peu littérature et jeux de rôle, la totale ce matin. Donc premièrement, on va commencer par toi, honneur aux dames, pour le coup. Donc si tu peux parler de ton parcours d'autrice, justement, et puis on parlera après avec tous les deux de Macadam Fairies. Alors, je suis autrice de jeux de rôle depuis, ça fait une toute petite dizaine d'années. C'est ça, je vérifie, c'est Raphaël qui surveille les dates. J'ai d'abord été un petit peu joueuse, mais sur le tard aussi. Et j'ai commencé par travailler sur Vensia. Ouais. Et voilà, autrice du livre de base et puis d'une grosse partie de la campagne de Vensia. Et puis après, tous les deux, on est partis pour écrire Macadam Fairies. Enfin, c'est une idée d'abord de Raphaël, et puis après, on a coécrit. Ce qui est en cours de financement en plus. Et donc pour toi, Raphaël, donc nous on te connaissait par les Chevaliers de Tintamarre. Ouais. Et là tout récemment, donc on a un roman qui vient de sortir il y a 1 mois, je crois, même pas. Et même pas 10 jours. Ouais, 10 jours. Ouais. Oui, c'est parce que je l'avais reçu un petit peu avant. Donc qui a été qualifié de food truck fantasy. Oui, donc déjà tout un programme. Voilà, parce c'est l'heure du 2e petit déjeuner, on va dire. Exactement. Ouais. Donc si tu pouvais nous expliquer un petit peu de ton parcours d'auteur et puis ce style de fantasy un peu particulier, plus picaresque, un peu plus rabelaisien, on va dire. D'accord. Moi, mon parcours d'auteur, il commence dans le jeu de rôle, au départ, avec un fanzine à la fin des années 90 qui s'appelait le Cluricone et qui a, à l'époque, remporté sur le salon Le Monde du Jeu, le prix du meilleur fanzine. Le Monde du Jeu. Voilà, prix du meilleur fanzine de l'année 99. Et pour nous, ça avait été beaucoup de plaisir, et moi, ça m'avait permis d'être repéré par les éditions Multisim à l'époque. Ah oui. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied dans l'univers de la création professionnel du jeu de rôle. Oui. Et donc Abim, Agon, Rétrofutur, Guild Eldorado, j'ai participé à toutes ces gammes-là. Et puis avec Samuel Zonato à l'époque, on a fondé le studio Dead Crows pour l'édition d'Amnesia de K51. On a été rejoint après par François Sedel et on a créé à ce moment-là Capharnaüm, l'héritage des dragons. Excellent jeu. Et puis moi j'ai arrêté à ce moment-là, il y avait un vrai besoin une sorte de burn-out créatif, donc j'ai dû mettre la création entre parenthèses dans ma vie, et j'ai quitté le studio à ce moment-là, qui a continué de vivre, et administrativement beaucoup mieux. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi je suis un auteur, j'ai des idées, mais mon travail est vraiment purement créatif et artistique, et tout ce qui est administratif, je suis vraiment pas bon. Et là est apparu Stéphane Barra, aux côtés de François Sedel, et ils ont repris le studio, ils en ont fait ce que c'est aujourd'hui. C'est devenu une vraie maison d'édition professionnelle, et voilà. Et donc c'est comme ça que je reviens par la petite porte pour donner un coup de main
en fait, on est arrivés tous les deux pour le sprint final sur Venzia, qui avait besoin de, qui était déjà écrit, qui était déjà un bon jeu et qui avait besoin d'une petite touche. Qu'est-ce que c'est que le Da Vinci Punk si on veut pas que ce soit juste des noms italiens et des tuyaux avec de la vapeur? Qu'est-ce qu'on rajoute? Donc on a surtout travaillé sur cet aspect-là et derrière la possibilité de faire Macadam Fairies est arrivée à peu près au même moment et on a commencé à l'écrire là. Donc je vais te parler de Macadam Fairies. On va te parler de Macadam Fairies après. J'allais dire, parce que, ou à la limite on peut en parler tout de suite, parce que Macadam Fairies c'est quelque chose dont on entend parler déjà depuis un bon paquet d'années quand même, hein, qui est en financement, donc qui vient d'être financé au moment où vous écoutez. Mais c'est vrai que voilà, c'est un jeu dont on a déjà entendu parler, il vient d'être financé à 100%, donc là maintenant il continue sa petite vie jusqu'à... quelques paliers à monter pour rajouter des scénarios, quelques aides de jeu qu'on pense bien utiles à distribuer autour de la table pendant les parties, mais le jeu est financé, l'essentiel du jeu est financé. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de l'univers un petit peu de Macadam Fairies? Allez, à toi. Alors, j'ai peur de dire des bêtises. C'est ça qui est bien. Ouais. Alors, c'est plutôt, au départ, l'idée, c'est un univers assez urbain, mais bon, on n'est pas non plus restreint à de l'urbain. Nous, on aime bien aussi, on habite à la campagne, donc on aime bien enchanter un petit peu nos paysages quotidiens également. La rural fantasy. Par moments, un peu, oui. Et donc, je sais pas comment le présenter à part ça, dire qu'il y a des... En fait, c'est un jeu d'aventure et d'enquête de nos jours où on va jouer des créatures magiques, mais qui ne savent pas exactement... Enfin, des humains qui ne savent pas exactement quelles créatures magiques ils sont. Le nom Macadam Fairies, on l'entend depuis longtemps parce que au départ, il y avait un projet de deuxième édition de Scales, un jeu des années 90 qui était absolument formidable. Et d'ailleurs, j'avais créé, moi, en 98 ou 99, un site chez Wanadu à l'époque, un site Wanadu qui s'appelait Macadam Fairies. Donc ça date pas d'avant-hier, hein, on est bien plus loin. Il manque plus qu'à citer le site de l'Elfe Noir. Oui, Lycos. Et donc, ce projet-là est depuis longtemps dans les tuyaux. Il y a une envie de faire une deuxième édition de Scales, et puis pour diverses raisons, ça n'a pas pu et je n'ai plus voulu le faire. Mais Gérard Guéraud, qu'on a mieux connu à l'époque sous le nom de Géoran, une partie de Géoran, m'a dit ce qui est mort, donc on fait pas Scales, mais s'il y a des choses qui t'intéressent dedans, vas-y, fais ton jeu, mais moi je ferai très très attention à ce que tu fasses pas un plagiat. Gérard. Et ça c'est fait et on n'est absolument pas dans un plagiat. Il y a une idée commune, c'est que nos personnages sont des créatures magiques qui doivent révéler leur vraie nature, mais qui vont devoir découvrir, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ça, c'est le point commun. Et après, on est dans un univers de fantasy contemporaine qui va avoir des points communs, en fait, avec tout ce qu'on peut trouver dans ce genre d'univers, que ce soit dans le jeu vidéo, le manga, la littérature fantastique, les séries télé, la mythologie. C'est quoi, du coup, les plus grosses inspirations pour Macadam Fairies, en termes d'ambiance, de type d'aventure? Alors, on n'a pas forcément les mêmes. Oui, mais donne les tiennes. Moi, ça a été beaucoup la mythologie antique, au sens très très large, hein, les créatures de mythologie antique et les contes de fées. Perrault, Perrault, Grimm, voilà. Tout ce qui va être horrifique, créatures monstrueuses, les ogres, toutes ces choses-là, moi j'adore ça. Ouais, parce qu'on le redit, hein, les contes de Grimm et les contes de Perrault, oubliez la version Disney, hein, c'est vraiment beaucoup plus glauque et beaucoup plus dangereux en fait. Ah, oui. C'est des vraies leçons pour les enfants, tenez-vous à carreau les enfants. Du vrai monstre. Ouais, vraiment. Disons qu'il y a une véritable intention dans notre projet de départ de proposer un jeu de réenchantement. Tout à l'heure, Roxane disait, nous on vit à la campagne et on a envie d'imaginer l'enchantement dans cet espace-là, quand on voyage, quand on voit des choses. En fait, l'idée c'était aussi de pouvoir proposer la mise en place de l'imaginaire, de la fantaisie classique, traditionnelle, des contes et de la mythologie, mais derrière la bagnole du voisin. Voilà, imaginez d'où ça peut surgir. Et en fait, est-ce que la maîtresse d'école de mes gosses, en fait, c'est pas une ogresse qui est là, qui les a, en tant qu'a passé le CAPES, qui est le CRPE, qui est professeur des écoles, parce qu'elle aime les enfants, mais plus elle va avancer dans son développement de créature, enfants, en fait. Plus elle va s'apercevoir qu'elle les aime dans son assiette. Et voilà, donc il y a aussi un certain décalage par
rapport à la proposition classique, mais voilà, c'était ça l'idée. Avant que j'oublie, on n'est pas que deux sur Macadam Fairies, on a un troisième larron qui s'appelle Richard Polveroni, qui est pas présent ce week-end, mais qui a aussi écrit une grosse partie de la gamme, des scénarios. On a énormément scénarisé l'univers. En fait, c'est un jeu auquel on joue nous depuis 2017. Et il a connu un jeu auquel on a joué. Et petit à petit, les règles ont évolué, on a tout construit. Oui. Alors, je vais nuancer. Au niveau chronologique, parce que je suis bordélique, mais j'ai un vrai besoin de cadrage. Et ce qui fait qu'avant qu'on commence à jouer au jeu, j'ai d'abord écrit un premier jet, mais complet, hein, règles, univers, tout. J'ai écrit un jeu. Et j'ai dit à ma table, voilà, je vais vous faire jouer à ce jeu-là, j'aimerais qu'on le sorte un jour, mais là, je vous donne la... On travaille vraiment là avec le morceau de bois de départ et puis après on va le tailler ensemble. Et en jouant, notre table, on n'est pas que trois à la table, hein. Chacun a amené un peu de ses envies, de ses propositions, on a aménagé le système, on a aménagé l'univers. Et une fois que ça a été assez mûr pour nous, là, Roxane a dit moi j'ajouterais bien ça, Richard a dit moi j'ajouterais bien ça. Ok, donc maintenant ça serait intéressant que ça soit pas un jeu de Raphaël Bardas, mais que ce soit notre jeu à tous les trois, qu'est-ce que vous ajoutez dedans. Et donc aussi, effectivement, je trouve que dans notre manière de jouer, ou les besoins qu'on a pu exprimer, qui ne sont pas forcément des choses qu'on a pu retrouver dans d'autres types de jeux. Par exemple, le fait de pouvoir éventuellement collectiviser des gains de points, des gains de choses, se dire on fait une caisse commune, parce que moi je ne sais jamais comment les claquer. On a une caisse commune pour les XP. Il y a des joueurs qui savent toujours précisément, ils veulent débloquer tel niveau, tel truc, donc ils savent vraiment pourquoi ils économisent et tout. Moi je sais jamais, mais d'un seul coup, j'ai envie de tout claquer. Alors peut-être qu'il faut qu'on m'aide, ou même la solidarité. Des fois entre joueurs, c'est embêtant d'avoir un joueur qui est blessé, on voudrait bien pouvoir l'aider, on n'a pas les compétences de soins ou je sais pas quoi. On peut donner des points collectivement. Enfin, c'est des choses qu'on ne voyait pas beaucoup dans les jeux de rôle. C'est un jeu d'extrême gauche. Alors pour le coup, c'est des mécaniques qu'on voit depuis 4-5 ans, vraiment. Alors, ça existait déjà avant, bien sûr, hein, mais c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Moi, je pense par exemple à la Nonique avec les points de communauté. C'est des mécaniques que tu vois de plus en plus pour faciliter les échanges entre joueurs, en fait. C'est ça que vous aviez en tête aussi, disons qu'on mise beaucoup sur la composante sociale du jeu. Et moi, j'ai vu trop de tables au fil des années avec... on a beau faire un jeu de coopération où on a que des individualités. Finalement, chacun vient pour faire avancer son personnage, avoir ses XP, être le dernier à donner le coup d'épée qui tuera le monstre. Je pense que le jeu de rôle aujourd'hui, c'est pas ça qu'il favorise, c'est pas ça qu'on vient chercher. Et on a essayé, nous, de développer Macadam Fairies dans ce sens-là. Ils sont un vrai jeu d'équipe. Ok. Donc on est plus, donc, comme on a dit, sur de l'urban, rural fantasy, plus contemporain, quoi. En fait, ouais, c'est de la fantaisie contemporaine. Tu vois, tout à l'heure, tu demandais les inspirations, et puis je suis pas allé au bout, moi, de la réponse, mais j'aime bien dire que c'est un univers très proche de celui de Neil Gaiman, donc American Gods, Neverwhere, L'Océan au bout du chemin. Dès qu'on parle urban fantasy, voilà. de toute façon, on pense à lui. Voilà, cet univers, ce genre d'univers-là, qui serait mis en scène par les frères Cohen, mais au pays de Fred Vargas. Parce qu'on va aussi avoir ces enquêtes. Il y a beaucoup d'enquêtes dans Macadam Fairies, ça commence presque toujours. Les personnages sont des investigateurs du surnaturel. Alors ça peut être des youtubeurs, des podcasteurs, des détectives, mais on doit le choisir. À la création de personnages, le groupe doit décider. Scooby-Doo, en vrai, il veut pas le dire, mais voilà, il y a un côté le groupe Scooby-Doo. doit décider quel Scooby Gang il est. Et ça va c'est ce qui va conditionner l'entrée dans les aventures. Mais on commencera presque toujours donc par une investigation, puis ça donne lieu à de l'aventure, des combats, des poursuites. Mais ce côté enquête, c'est aussi celui qu'on va retrouver chez Fred Vargas, avec un petit décalage par rapport à l'histoire, à l'archéologie, et des personnages qui eux-mêmes ne sont pas forcément des machines à réussir les scénarios, mais qui enrichissent les scènes de par leur personnalité. Tu veux dire qu'on peut jouer Jesus au bowling ou The Dude, c'est ça? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Premier. Ouais. Vous avez vendu le jeu, en fait. Avec plaisir. Pas besoin d'être joueur, en fait. Ajoute-moi de la magie là-dedans, ok, c'est bon. Vendu. Écoute, donc, ça me permet de basculer un petit peu sur ton parcours d'auteur, d'écrivain, cette fois-ci. Ouais. Donc, comme je t'ai dit, on connaissait les Chevaliers du Tintamarre. Est-ce que tu peux nous parler du dernier qui vient de sortir? Bien sûr, avec grand plaisir. J'ai la peine de commencer la lecture, ça va pas en parler encore. Les fourneaux de Crashmore, c'est parti d'une idée un peu con au départ. Je me suis dit, et si on prenait le principe du food truck et qu'on mettait ça dans un univers médiéval fantastique.
Et donc je me suis lancé à prendre des notes, et puis je me suis dit, ah bah je vais mettre ça dans le même univers que les Chevaliers du Tintamarre. Et parce que j'avais envie d'explorer mon univers, et puis finalement je me suis dit oui, j'ai envie de l'explorer, mais j'ai envie d'inventer autre chose. Donc je vais dire que c'est le même univers, mais on est complètement de l'autre côté. Il y a un truc qui s'appelle la brèche, et ça se passe de l'autre côté de la brèche. En fait, cette brèche, c'est le bord de la page de l'ancien bouquin. Mais en vrai, donc en réalité, les fourneaux de Crashmore, c'est l'histoire de 4 jeunes gens, Catane, Moindichet, donc 2 filles, et Fauve et Marcello, qui sont 2 garçons, 4 jeunes adultes, on va dire, qui refusent un peu le destin tracé par leur famille dans leur ville de Brianza, qui est une ville inspirée de l'Italie de la Renaissance. Parce que tout à l'heure j'ai dit médiéval fantastique, je suis plutôt fin de Renaissance, 17e siècle, hein, dans mon univers, on est plutôt sur du KPDP. Et donc ces personnages-là, le soir ils ont des cours de théâtre, et puis comme ils s'ennuient un peu, et qu'ils n'aiment pas leur destin tout tracé, ils aiment bien aller faire des cambriolages pour pimenter leur vie. Sauf qu'un jour, ils entrent dans la mauvaise maison, ils volent les mauvais objets, des objets qui sont en quelque sorte possédés. Et là, tout dégénère, tout leur tombe dessus. En quelques heures, c'est la merde, il faut fuir. Et pour quitter Brianza, la seule solution qu'ils ont, c'est de se cacher dans un food truck. Mais très rapidement, le propriétaire du food truck va lâcher la rampe. Et ils vont se retrouver à continuer à fuir, mais en faisant vivre ce food truck. Et donc on va aller de village en foire, en château, enfin c'est un voyage. Et à chaque fois il y a des micro-intrigues, il y a des aventures locales, mais il y a quelque chose qui les suit. Et cette chose qui les suit, ça va nous mener vers le drame réel que raconte le livre. Parce que on rit, a priori on rit, hein, d'après ce qu'on m'a raconté, on rit beaucoup, mais c'était encore une fois pas mon projet. On rit et je crois qu'on pleure un peu aussi. Et, je laisse les lecteurs se faire une idée, mais pour l'instant, là, je suis content, il démarre fort, c'est mon meilleur démarrage, et les retours sont excellents. Au-delà de mes espérances, donc je suis sur un petit nuage. Bah nous on te dira que c'est lecteur fini. Mais soyez honnête, hein. Ben, merci d'avance. C'est vrai que les Chevaliers de Tintamarre, déjà on avait beaucoup aimé, et celui-là comme je te dis on l'a reçu il y a très peu de temps, donc moi j'ai à peine attaqué. Donc, prenez votre temps, il faut savourer, hein, c'est comme un bon plat. Ouais, c'est ça. Et ça fait parce que c'est vrai que dans l'esprit en ce moment il y a la super série de j'en parle régulièrement de celle-là tellement elle m'a marqué, la série de fantasy sur Netflix, Glouton et Donjons, Glouton et Dragons. Alors on m'en a parlé hier, je connais pas. Ouais, c'est a priori c'est une bonne reco, on va aller voir ça. C'est très amusant. Ouais. C'est un animé? Ouais, c'est un animé où effectivement, alors le début en fait c'est la fin d'une aventure. D'accord. Donc ils sont face au dragon rouge, sauf que ça se passe pas bien du tout. Ouais. Donc il faut retourner dans le donjon pour ressusciter quelqu'un. Et pour survivre, cette fois-ci, il faut manger, donc ils bouffent les monstres en fait. Mais ils les cuisinent, mais bien, hein, version 3 étoiles quoi. D'accord, super. Donc tu finis en fait chaque épisode avec une recette. Mais si tu veux manger de la slim, du kelpie et tout, il n'y a pas de problème. Les recettes des fourneaux de Crashmore ne sont pas données. On aurait pu, on y a pensé un moment, et puis on n'a pas décidé de le produire, mais ça peut un jour arriver. Simplement, il faut vraiment se méfier de la toute dernière recette, du tout dernier repas. Oui. Parce qu'on l'a testé à la maison et on a été malades tous les deux pendant un week-end. Et en fait, alors comme ça paraît dangereux, mais non, c'est juste un mauvais dosage du chou. Trop de chou. Ah oui. Trop de chou. Ah oui, non, pas assez de toilettes dans la maison. Non, je compatis. Mais je compatis totalement. Voilà. C'est que ta recette de boss finale est à base de chou, faut quand même le dire aussi. C'est hyper intéressant. Oui, plus que les conséquences. Voilà. Le grand banquet final. Sinon, si je vous parle de crème à l'ail, on n'est pas rendu. Voilà. La personne qui est derrière la caméra sait de quoi je parle. C'était dramatique. Ben, il faut savoir la faire. En fait. Il faut savoir faire des expériences aussi. C'est les expériences de la vie. Bah écoute, en tout cas, voilà, ça nous a permis de faire un petit peu le point sur Macadam Fairy, hein, qui est, on vous rappelle, en cours de financement. Si vous aimez l'Urban Fantasy, allez-y, c'est la bonne. Il y a plein de démos en ligne sur le Discord de voilà, moi je vais en faire plusieurs. On sera régulièrement un jeu qui, je pense, est très facile à prendre en main. Plus pour du one shot en plus. C'est possible, on peut jouer en one shot, il fonctionne très bien. Nous, on le joue en campagne et on propose de le jouer sur des formats longs. Hein. Mais comme elle le dit, c'est un jeu qui va très bien. Il y a même des éléments dedans de génération aléatoire d'événements. Il y a suffisamment de choses pour qu'on puisse jouer sur le pouce. Oui. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire, mais... Pardon, je me tais. Non, c'est pas ça, mais c'est que l'idée, c'est que il faut, enfin, si vous avez l'occasion, essayez de voir les démos, parce qu'on a un petit peu de mal aussi à mettre les mots sur l'expérience, quoi. C'est un jeu qui est facile à prendre en main, qui est très amusant, très léger, et donc...
en fait, voilà, l'expérience du jeu fait souvent la différence. Il y a pas mal de communication justement pour aller tester les parties en direct. Donc, les démonstrateurs du studio ont vraiment l'expérience, la main sur le sujet. Et moi, je trouve qu'ils bossent vraiment bien. Et, nous, on va y aller aussi parce qu'il y a une demande de jouer avec les auteurs. Mais je suis pas sûr que les parties soient mieux avec nous. Parce qu'en fait, les gars sont vraiment à l'aise sur le sujet. Ils le font vraiment très très bien. Les gars et filles, pardon. On est content d'un enthousiasme général, quoi. Bah écoute, en tout cas, merci des quelques minutes que vous nous avez consacrées. Bah merci. Pendant les imaginales. Vous les consacrer en fait. Merci pour la visibilité et la bonne humeur. Ouais, ça on essaye. C'est toujours un peu bizarre quand même, l'humour sur Indécent. Bah écoute, comme je te dis, on reviendra aussi vers vous dès qu'on aura terminé les romans. Ce sera aussi plus cool. Ce sera l'occasion de vous réinviter sur la chaîne. Du coup. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On va aller retourner signer quelques bouquins et puis on se recroise à l'occasion. Oui, ça marche. Aujourd'hui c'est moi. Donc dans 2 semaines, non dans 3 semaines, on sera si l'imaginaire m'était compté. Ah oui, à peine. Voilà, et puis on fera des démos tous les deux de Macadam Fairies et on mettra l'ambiance. Ouais, ça pourrait être pas mal l'ambiance là-bas. Je crois que l'ambiance va être bonne. Ouais, j'espère qu'il n'y aura pas que des auteurs et des éditeurs. Pour l'instant, j'ai l'impression que, vu le carnet d'adresses des organisateurs, il y aura du beau monde. Ouais. J'espère qu'il y aura aussi des gens qui viendront nous voir. C'est un peu le but quand même. Eh bien, écoutez, en tout cas, on vous remercie. Puis merci, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Bonjour et bienvenue sur Indécent Podcast. Donc, on est toujours dimanche 26 mai, toujours le matin aux Imaginales. Toujours une tentative de garder la fraîcheur. On va dire ça comme ça. Et on est avec 2 invités. Alors, je le dis pas souvent, mais là, je suis avec 2 invités que j'affectionne particulièrement, dont je suis vraiment super fan du travail. Donc d'abord, Lloyd Cherry. Ça fait un moment qu'on se couvre un petit peu derrière pour qu'on puisse enfin discuter. Je parle en tout cas en interview. Et Amaury Bungen, donc, qui est illustrateur et scénariste BD, puisque tu fais les deux. Et là, vous êtes tous les deux donc co-auteurs sur une BD qui s'appelle Vertigéo, adaptée donc d'une nouvelle dont on va reparler. Mais j'aimerais déjà que vous présentiez rapidement vos activités. Donc, ce sera plus qu'une interview en fait. Merci pour ce lancement. Donc moi c'est Lloyd Cherry, j'ai 34 ans. Je suis rédacteur en chef adjoint d'un magazine qui s'appelle Métal Hurlant. Oui, j'ai inconnu ce magazine. Voilà. En parallèle, je fais un podcast depuis 4 ans qui s'appelle C'est plus que de l'ASF. C'est un podcast hebdomadaire où je donne la parole à des spécialistes, des auteurs, des réalisateurs autour de la science-fiction. Et j'ai dirigé un ouvrage sur Dune, le MOOC Dune qui est maintenant tout sur Dune, qui est devenu la référence en France, donc un beau livre de 300 pages qui analyse tout sur Dune. Et sinon, maintenant, je suis scénariste de bande dessinée. Grâce à Amaury Bungen, on a fait ensemble Vertigéo. Et puis c'est déjà pas mal, je crois. Et ce que j'ai compris, scénariste BD, c'était un de tes rêves a priori. Ouais, c'est un rêve d'ado. Il a fallu du temps pour y arriver. En fait, il a fallu arriver à être crédible aussi pour pouvoir faire ce métier-là et ce projet-là. Puisqu'en fait, à l'origine, je suis à l'origine du projet. Et donc, il a fallu aller convaincre des éditeurs. Donc, évidemment, quand tu es un peu plus médiatisé, quand tu as déjà eu un succès avec le MOOC Dune ou tout sur Dune, tu es plus crédible. Et voilà, ça a été un chemin, le chemin du héros, pour arriver à ce moment d'arriver à scénariser. Qui est plus particulier quand même. En fait, le problème de la bande dessinée, c'est que vous avez 7000 nouveautés par an, donc c'est compliqué d'arriver à exister et d'arriver à survivre sur du long terme. Un album, il a 3 semaines de vie, donc s'il ne fonctionne pas dès le début, il passe à la trappe parce qu'il y a une telle offre que les libraires n'ont pas le temps de tout lire, qu'il faut arriver à marquer les esprits très vite. Donc heureusement, sur Vertigéo, on ne va pas se plaindre, ça se passe bien, mais parce qu'on a aussi les auditeurs du podcast qui soutiennent. On a beaucoup de gens qui nous soutiennent avec Amaury, on est hyper reconnaissants. Mais c'est vrai que voilà, on a aussi des bonnes conditions, on a créé les bonnes conditions et la bonne atmosphère pour que l'album soit repéré. Après, on en est qu'à la 2e semaine du lancement, mais on est quand même déjà très content. Et du coup, donc moi, Amaury Bungen, 52 ans, 3 albums de bande dessinée. En fait, je suis un jeune auteur, malgré mon âge avancé, puisque j'ai 3 albums faits en 5 ans. Donc 2 albums chez Casterman où j'étais également au scénario, et puis donc Iron Mud et Le Rite. Et pour Iron Mud, Lloyd m'avait fait passer sur son podcast, ce qui était une de mes premières grosses mises en lumière médiatique. Et on a sympathisé à cette époque. Et quand il m'a proposé d'adapter la nouvelle Vertigéo, que j'ai lu, que j'ai adoré, j'ai dit allez, c'est parti. Et effectivement, ça se passe très bien. On est très content du résultat, de l'accueil, du lancement. Vous étiez à Montpellier la semaine dernière.
Vous étiez à Montpellier la semaine dernière, donc cette semaine aux Imaginales, donc c'est parti pour ce qu'on appelle la promotion, de toute façon. Et ça avait déjà bien cartonné, tu disais, à Montpellier, et puis ça marche plutôt très bien ici aussi. Ouais, bon accueil. On a fait plusieurs sold out à Montpellier, en Belgique, aussi à Mulhouse, à la Fnac de Mulhouse. Enfin non, l'album se porte bien, on a vendu 1000 exemplaires en une dizaine de jours, ce qui est très très bien. Nous, on est entre guillemets des petits. On n'a pas du tout la force de frappe des enjeux, entre guillemets. Et du coup, j'en parlais avec Olivier Ledroit, qui a fait 3000 exemplaires de Requiem la première semaine. Avec tout le battage médiatique et la force qu'est Olivier Ledroit, nous on fait 1000 en une semaine. Donc voilà, on a un peu les petits poussets, mais c'est vrai qu'on est soutenu, et en même temps c'est intéressant parce qu'on se rend compte que le marché de la BD actuellement, au moment où on sort l'album, c'est assez calme. Il y a eu La Route de Larcenais il y a 2 mois qui a été un carton, et en fait on se rend compte que nous, comme on a un petit peu buzzé au début sur Vertigéo, on s'est quand même beaucoup battu sur la communication pour que l'album soit visible, et les libraires s'en emparent parce qu'il se passe quelque chose. Et en fait on voit bien qu'en communiquant et en ayant une communauté et en se battant un peu dès le début de l'album, qui se travaille en amont, les libraires se disent tiens, il se passe quelque chose, ils commencent à lire l'album, et après c'est l'engrenage. Mais c'est vrai que il faut. Heureusement que moi j'avais déjà fait ça avec le MOOC Dune et Tout sur Dune, ce qui m'a donné une expérience et un savoir-faire, parce qu'il y a malheureusement beaucoup trop de BD qui sortent dans l'indifférence. Oui, c'est malheureux. C'est pour être gros lecteur de BD. C'est compliqué, mais déjà de tout suivre, déjà pour les libraires et puis pour nous, c'est très compliqué. Ça me permet du coup de vous demander, Vertigéo, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça raconte? Alors Vertigéo, c'est une dystopie, c'est une dystopie qui se passe juste après une catastrophe sur Terre, que nous on a choisi de dire nucléaire. Les humains se regroupent en fait, et pour échapper aux radiations et pour retrouver un air pur et respirable, en fait, construisent une tour, s'élèvent dans le ciel depuis. Ça devient un petit peu leur but dans la vie. Donc génération après génération, des ouvriers construisent une tour sans finalement plus voir la finalité. Ça devient le but en soi, c'est la poussée, ce qu'on appelle la poussée. Voilà, toujours monter. Et on suit le parcours d'un chef de chantier, donc qui est vraiment un ouvrier, un personnage assez peu traité en science-fiction. Et il s'aperçoit que quelque chose cloche, et en tirant sur la ficelle, il arrive au dénouement qui est assez costaud. On avait adoré dans la nouvelle, et j'espère qu'on a gardé l'émotion. Et la nouvelle, du coup, tu disais, c'est... La nouvelle, en fait, elle a été publiée aux éditions de La Volte, dans un recueil de nouvelles qui s'appelle Demain le travail, qui était un recueil qui proposait à plusieurs auteurs d'imaginer le travail de demain. Et donc Emmanuel Delporte a écrit une nouvelle. Il avait déjà écrit un roman, où c'était le moment où il publiait chez Critique un livre d'anticipation. Et moi, je suis tombé amoureux de cette nouvelle-là, que j'avais chroniquée pour Le Point en 2017. Et donc il a le Point Pop, c'est ça, et il a fallu attendre quelques années avant qu'elle sorte. Mais ouais, j'avais trouvé la nouvelle géniale, je m'étais dit que c'était très visuel. Et quand j'ai découvert le travail d'Amaury avec Iron Mud, qui est un super album, je me suis dit que ça collerait parfaitement. C'est que, alors Iron Mud, on ne l'a pas encore chroniqué, on le fera de toute façon. Parce qu'on a bien chroniqué les BD qui sont sortis il y a 3, 4 ans, 5 ans, parce qu'il y a quand même des sacrées pépites. Et c'est... Si vous aimez Blame mais que vous voulez comprendre quelque chose à une histoire, voilà, Iron Mud, c'est juste de la bombe. Alors c'est réducteur, je suis désolé, c'est très réducteur comme résumé, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez excellent. Et est-ce que ça, Vertigéo est à peine sorti, il commence à vivre sa vie. Est-ce que ça vous donne envie de continuer sur d'autres collabs, d'autres textes, des choses comme ça? Oui. On a vu que ça s'était bien passé avec Amaury, qu'on s'entend bien, et que même dans les moments de dédicace, on est complémentaires, donc c'est quand même important de bien s'entendre entre auteurs et dessinateurs. Mais on voit que c'est la grande souffrance entre vous deux. C'est Prenez sur vous. C'est ça. Et c'est vrai qu'on a envie. Alors là, Amaury va partir sur un nouveau projet de fantasy solo, mais je pense qu'après son projet, soit on fera peut-être une suite de Vertigéo devant les retours, et si on arrive à écouler le tirage qui serait de 7 à 8 000 exemplaires, on ferait peut-être une suite dans le même univers de Vertigéo. On croise les doigts, ouais. Mais sinon, on a déjà envie d'autres projets. Pourquoi pas adapter autre chose. Donc non, on a envie de se retrouver et que ce soit le plus cohérent possible. Après, comment dire, c'est vrai que c'est un enjeu, la bande dessinée. C'est vrai qu'il faut que ce soit, si on fait une suite, on veut pas faire une suite pour faire une suite. Il faut qu'on se challenge pour faire mieux, pour faire aussi intense et aussi mieux.
On voit les points d'amélioration qu'on peut avoir. Et je pense que si on fait quelque chose, ce serait un album peut-être un poil plus gros. Mais il faudra que l'éditeur nous suive. Mais je pense qu'il n'y aura pas forcément de problème au vu des premiers résultats. Et pour toi, Maury, du coup, donc, bon, déjà la future collaboration, mais sur ton prochain projet BD, du coup. Mon prochain projet BD, c'est donc de la fantasy, comme a dit Lloyd, noir et blanc, assez basique en fait. Ouais, j'adore le noir et blanc, puis à force d'en parler, je m'aperçois qu'énormément de gens aiment le noir et blanc et ont acheté mes albums parce qu'ils étaient en noir et blanc et que l'offre n'est pas démentielle. Donc voilà, je vais essayer de pousser un peu le dessin, un truc assez contrasté noir et blanc, et puis l'histoire est assez punchy, assez linéaire, un peu dans la veine des films des années 90. Donc voilà, je suis assez impatient d'attaquer, et puis après, peut-être qu'on retournera effectivement à une collab, une suite de Vertigéo, mais bon. J'ai plein de projets, plein d'idées, la dynamique est super bonne, donc on n'est pas inquiet. Et pour finir avec toi, Lloyd, donc tu es toujours rédac chef de Métal Hurlant, tu l'as dit. C'est plus que de la SF et c'est plus que de la fantasy. Donc c'est quoi les prochains épisodes, si on peut spoiler un peu? Alors, c'est plus que de la fantaisie en stand-by en ce moment parce que c'est compliqué d'arriver à tout gérer, pour être honnête. Et puis il y a un gros projet d'expo de BD pour Angoulême 2025. J'en dis pas plus, mais ça vaudra vraiment le coup d'être à Angoulême en 2025. Ça va être totalement fou, mais du coup, il faut arriver à tout jongler. Pour Métal Hurlant, on prépare un spécial Lovecraft qui va sortir à la fin août. On enchaînera après avec un numéro sur la vengeance. Et puis pour les podcasts, c'est plus que de la SF. On a un épisode sur Mad Max Furiosa qui arrive, un épisode sur Moebius avec Christophe Quillien qui vient de faire une super biographie, et puis sûrement un épisode sur Cyberpunk 2077. Petit programme. Voilà. En tout cas, voilà. Au cas où je vous aurais pas encore parlé de c'est plus que de la SF, mais je pense que je l'ai déjà fait assez souvent. Je vous remettrai les liens, mais si vous connaissez pas encore, et si vous connaissez pas encore quand même quelque part. Ça craint quoi, hein, on vous a déjà fait la pub, donc allez écouter. Je vais pas être vulgaire, mais allez écouter et lisez les BD d'Amaury aussi. Voilà, faites les deux par la même occasion. En tout cas, on vous remercie pour ces quelques minutes, parce que y a quand même un petit peu du monde qui attend pour les dédicaces. Hein. Donc merci pour les quelques minutes consacrées, puis bonne fin de salon. Merci, au plaisir. Hein. Merci à vous encore. Hein. À bientôt, ciao. Bye.